Salut mon pote. Si tu te poses la question de savoir quels sont les outils web que tu peux utiliser pour monter une stack ultra rapidement, en te focalisant sur la logique métier et sur les problématiques que sont les tiennes, alors cet épisode est fait pour toi. Roulez! Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Tony Go, je suis software engineer. À côté de ça, je fais un peu d'open source, de freelancing et de la vidéo. Let Me Hack Better, c'est une série de vidéos dans laquelle je rencontre des experts qui deviennent mon mentor le temps d'une session de pair programming. Et le tout en live, bien évidemment. Ça fait peut-être plusieurs années que tu es un dev JavaScript, qui a l'habitude d'utiliser Express, Mongo, tout le temps, pour tous les projets. Et peut-être que tu aimerais te challenger, tu aimerais peut-être reconsidérer de nouvelles options, ou prendre un peu de recul sur ça. Notre invité du jour, Romain Lantz, est un core contributeur d'un framework qu'on appelle Adonis.js. Il va nous amener à reconsidérer peut-être toutes les options qu'on peut avoir ou les types d'options qu'on peut avoir sur le marché en JavaScript et à nous expliquer en quoi ça peut être intéressant de se tourner vers des frameworks full feature. Du coup, je vais mettre mon setup de live stream. Je retire cette caméra, je mets mon casque et c'est parti. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on retrouve Romain Lantz qui va nous parler de la façon dont on peut build une application web le plus rapidement et le plus simplement possible. Donc je vous en dis pas plus. Peut-être Romain, tu peux te présenter, dire quelques trucs. Salut à tous, je m'appelle Romain Lantz, j'ai 26 ans et je suis développeur front-end. Alors moi je me nomme plutôt développeur full stack parce que je fais aussi beaucoup de back-end dans mon temps libre. Mais dans mon travail de tous les jours, je suis employé, je suis un développeur en fait front-end. Alors ça, c'est toujours drôle, ça fait un peu... Quand je dis ça aux gens et qu'on fait du back après, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit un développeur front-end, il ne connaît pas forcément en back-end. Et pourtant, le back-end, c'est mon dada. Et malheureusement, je fais, ou heureusement pour moi, parce que ça permet de voir d'autres technologies, je fais aussi pas mal de front-end, quoi. Et effectivement, le but de ce workshop, ça va être de construire une stack web, en fait, facilement, peu importe ton niveau. Et on va simplement voir, en fait, on va pas directement construire cette stack ensemble, on va construire petit à petit, expliquer pourquoi en fait on part vers plutôt une technologie qu'une autre, afin que les gens puissent comprendre leur choix en fait, pas qu'ils suivent bêtement une vidéo ou un tutoriel et qui comprennent ce qu'ils font en fait. Voilà, c'est un peu le but de ce que j'ai préparé aujourd'hui. Déjà, il y a un truc qui me touche dans ce que tu dis, c'est que moi aussi je suis un développeur front-end, c'est ce que je faisais le plus là maintenant dans mon nouveau boulot, c'est vraiment mixte. Mais pourtant, effectivement, j'ai fait beaucoup de front-end aussi et les gens viennent me voir pour ça, même au boulot, pour de l'aide et tout. Et pourtant, je kiffe vraiment le bac aussi. Et quand j'ai du temps libre, en général, je cherche plus les projets bac que les projets front. Exactement, c'est un peu ça. Ouais. C'est comme quoi, ça veut pas forcément dire grand-chose, quoi, en fait. Exactement. Ce qui plaît et c'est tout. C'est exactement. Et l'avantage du JavaScript fait que tu es dans le même langage dans les deux cas. C'est un peu l'avantage, quoi. C'est un gros avantage, vraiment. Yes. Du coup, voici alors un petit repo que Romain nous a préparé, que je n'ai pas regardé, parce que le but c'est toujours de vraiment découvrir à faire le workshop. Je suis même pas retourné, parce que tu m'avais un peu exposé ce qu'on allait plus ou moins faire dans les grandes lignes. Je suis même pas retourné sur la doc de Node ni rien. Le but c'est vraiment de faire tout comme ça au feeling et de rencontrer les difficultés s'il y en a. Voilà. Je te laisse un peu exposer, puis Bien sûr, ouais. Alors, le but de cette partie, donc on peut voir qu'il y a deux dossiers, ça va être en fait d'essayer de construire de nous-mêmes des fonctionnalités en fait qui sont simples quand on utilise un framework ou autre, mais qui sont compliquées en fait à rien que comprendre de base. Par exemple, là dans les exercices, on va simplement faire en routing en natif, donc sans aucun framework, et après juste parser en fait le body d'une requête post, qui n'est pas géré de base par Node.js. Et le but, c'est pas qu'on passe trop de temps dessus. Donc, dans le pire des cas, si tu coinces trop, on va pouvoir voir la solution. Parce que le but, c'est justement de comprendre que c'est compliqué à faire et pas de le faire nous-mêmes. C'est pas pour rien qu'on utilise des frameworks, c'est pour éviter qu'on le fasse. Donc, ça sert à rien vraiment de passer une demi-heure sur les exercices, quoi. Je fais un coup de npm i du coup. Ouais, npm install. Le petit classique. Comme ça, on se fait plaisir. Bon, sauf faire, il n'y a rien dans le natif, ouais. Ok. Il me semble.
Et on va directement pouvoir démarrer avec l'exercice 0 qui est très très simple. Celui-là, non, ça devrait être assez simple. C'est vraiment créer un serveur web qui écoute sur le port 8080. Alors, on va essayer de faire fonctionner ma mémoire, mais vu que tu es là, tu vas m'aider. Exactement. Du coup, j'aurais fait un const HTTP est égal avec un require de HTTP. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le module Node.js qui permet d'interagir avec la stack HTTP. Yes. Donc ça, c'est juste, ouais, tout à fait. Et après, dans HTTP... je vais avoir une petite autocomplétion, mais un create server. Exactement, c'est ça. Et lui, ce serait notre routeur, ce qu'on a là-dedans, ce qui va permettre de bundle nos requêtes, notre handler qui contiendrait potentiellement tous les appels qui vont être faits vont passer par ça. Exactement. Chaque fois que Node va recevoir un appel HTTP, ça va rentrer dans ta méthode que tu vas tout simplement enregistrer là. Alors de mémoire, il faut le mettre dans une const parce qu'après, si je me rappelle bien, je vais peut-être un peu vite, mais il n'y a pas un listen ou quelque chose comme ça. Voilà. Exactement. Voilà. Et ça permet de lancer tout simplement le serveur. Voilà, exactement. Je mets 80-80, normalement, il faudra le mettre dans une const. Et j'imagine que tu as une callback après, non? Ah non. Port, c'est tout. Non, c'est tout. Des fois, tu mettais des fois un console log. Ouais, alors ça, généralement, tu le mets en dessous, mais peu importe. Ouais, mais exactement, c'est comme ça, du coup. Donc là, on a créé un serveur web, bon, qui va rien faire, hein, mais qui écoute sur le port 8080 ou autre, ça c'est toi qui choisis, quoi. Et du coup, si je fais un coup de node de 0 exercice, yes. Alors là, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai configuré le projet pour qu'il soit avec les modules ESM, donc il ne connaît pas Require. D'accord, mais ton code est fonctionnel, hein, ton code est tout à fait fonctionnel. C'est ça qu'on veut de toute façon. Exactement. Quand je ne mets pas les semi-colonnes, je vais un peu vite. Hein. Non, t'inquiète. Et là, du coup, là il ne dit rien, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Là, si le CLI ne veut pas quitter, ça veut dire que tu as bien quelque chose qui tourne en fond et qui écoute sur le port 8080. En l'occurrence, là, il sert à rien parce que quand tu vas taper dedans, tu auras juste en timeout parce que tu lui as rien dit de faire, quoi. Ok. Voilà. Du coup, là, ça va. Ça, c'est assez simple. Donc, créer un serveur, c'est encore assez simple. On peut voir que c'est quoi, 3 lignes de code. Et du coup, on peut passer à l'exercice 1 qui va être un tout petit peu plus complexe. Donc, en gros, là, on crée un serveur. Un peu comme tu as fait, hein, simplement que j'ai simplement importé que la méthode qui nous intéressait. Et on va faire une sorte de mini-routeur qui va répondre à slash about. Et si aucune des deux, ça va répondre en 404. Donc, avec le status code 404. Et est-ce que tu veux? Alors, j'y vais un peu beau brut. Ouais, vas-y. Fais ce que tu imagines. La request, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus ce qu'il y a dans l'objet déjà. Alors, l'objet est assez massif comme on peut voir. Et ce qui nous intéresse du coup, c'est l'URL. Parce qu'on va devoir vérifier l'URL. Donc là, tu fais... Voilà, exactement. Et là, tu peux faire... Là, tu as directement l'URL en fait. Donc tu as le slash ou slash about ou autre. Tu n'as pas le hostname qui est mis dedans. D'accord, ok. Donc je peux faire un contains ou equal ou... Ouais, exactement. Trip equals et tu mets slash tout simplement. Et comme ça va nous dire si c'est égal à slash et là tu vas pouvoir faire quelque chose. Et pour une response, du coup, je renvoie un petit peu ce que... T'envoies ce que tu veux, ouais, exactement. Peu importe. Dans un response... C'est un response.end, j'imagine. Alors, le response.end, il va effectivement terminer le stream, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les requests et response dans Node, c'est des streams. Et il va du coup terminer le stream et envoyer au client le résultat. Donc ça, c'est bien évidemment ce que tu vas devoir faire. Et du coup, si tu veux envoyer un petit message, comment tu ferais? Laisse-moi juste regarder. Ouais. Write, non? Exactement. Tu vas écrire dans le stream quelque chose. Et là, toi, fais-toi plaisir. Hein. Tu peux écrire un Hello World, ce que tu veux. On va écrire... Et du coup, ça me fait revenir sur la touche d'après. Désolé. Ça va, okay. T'inquiète. Ok, donc là, par exemple, tu as fait le premier. Alors, le deuxième, il est pareil. Hein. C'est slash about. On va le refaire. If request .url. En fait, quand tu commences à faire ça, t'es vite en train de te dire, mais tiens, il faudrait que je me crée un petit helper. Il faudrait Exactement. Que... Là, tu te dis déjà, déjà, tu réfléchis, est-ce qu'en switch, ce serait pas mieux que des if, tu vois? Ouais.
Et là, tu te dis peut-être, mais après, bah, tu vas te dire, mais il y a deux choses à vérifier, c'est l'URL et en même temps la méthode, tu vois, parce qu'on parle de get, de post, de put, de patch, etc. Ouais, là, on le fait un peu, c'est vrai. Là, on fait en mode, bah, peu importe en fait ce qui se fait en post, en get ou autre, il va répondre la même chose là, dans ce cas. Et là, tu te dis déjà, bon, ça devient un peu. C'est déjà lourd à écrire, tu vois. Ouais. Du coup, si je fais response bind, ça met fin au stream. Est-ce qu'il faut que je mette un return, tu penses quand même? Alors, moi je le mets par principe, mais je saurais pas te dire s'il y a besoin ou pas. Alors là, après, je pensais notamment à la suite d'exécution du code. Si ça passe pas là ou pas là, je peux tout de suite faire un Exactement. response. Alors par contre, pour l'erreur, je sais même plus comment on fait. Je crois que au final, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une erreur. C'est que tu envoies un status, voilà, qui est 404, qui correspond à une erreur. Et après, bah, tu lui renvoies ce que tu veux. Tu peux même lui rendre en HTML, le faire une redirection ou autre, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on va pas aller vérifier, hein, mais concrètement, ben, tu as fait une sorte de mini routeur qui va répondre à 2 URL et sinon te donner une 404. Alors on peut déjà voir qu'en faisant ça, on se retrouve déjà à 16 lignes de code sans compter le boilerplate autour pour juste faire ça, tu vois. Donc là, on se dit déjà, ça pue un peu, quoi. Et si on passe à l'exercice 2, là, on va devoir faire la même chose. Donc là, j'ai repris un peu le code. Et on va devoir en plus maintenant parser le body de la requête, en fait. Parce que bah, le but, c'est quand même qu'on reçoive des requêtes post. Du coup, là, il va falloir gérer si c'est du post ou du get. Et en plus, ben, tout simplement, parser le body. Alors ça va récupérer URL. Et je pense qu'il faudrait que je check, tu vas avoir request.method. Ouais, exactement. Je suis un petit peu ta convention. Ouais, mais peu importe, écoute. Ah oui, moi, j'ai pas trop besoin parce que je la réutilise pas plusieurs fois. Donc, ouais. T'as raison. Request. Méthode. C'est égal. C'est en majuscule, en minuscule. Il sera en minuscule, ce faire. Il sera en minuscule? Ouais, d'accord. Je crois. On ira voir la solution après. Ouais, de toute façon, après, peu importe. Ok, donc là, t'es dans ton cas, donc tu as une URL qui est égale à /, la méthode c'est post. Alors maintenant, la question c'est comment récupérer en fait le body de la requête en natif, bien évidemment, sans aucun parser. Alors là, je dirais que request.body, ça va être une grosse string, j'imagine, donc il va falloir la parser. Alors, non, ton idée serait correcte si tu utilisais justement en framework, parce qu'en framework, il a un body parser qui va permettre de parser le body. Mais en fait, la requête, c'est un stream. Donc il va falloir en fait lire les chunk par chunk, comme en stream, lire le contenu. Donc là, tu faut faire plutôt un request.onData et après, bah, tu vas devoir t'amuser à le faire correctement, quoi. Ouais, on va mettre un let body qu'on peut-être on va remplir. Qui est vide, exactement. Ouais, on va faire un request.onData, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est data. Et là, on a un callback qui reçoit en chunk. Donc c'est un bout de la donnée en final. Ouais, en bout du stream. Ouais. Switcher de clavier entre le taf ici, c'est pas la meilleure idée. Et du coup là tu peux concaténer. Tu peux faire body. Et le chunk là c'est chunk. Ouais. Le chunk c'est vraiment un bout des données du payload que tu reçois en fait. En fait j'ai inversé les touches, c'est une horreur. Ouais. Pas de soucis. Yes. Exactement. Et du coup, là, tu as ton body qui va en fait s'incrémenter au fur et à mesure que Node va parser la requête. Et là, maintenant, il faut faire un request.on end. Comme ça, c'est quand le stream est fini, quand on te dit c'est bon, t'as plus rien à lire. Et là, on va avoir le body. Et là, on sait que c'est vraiment fini. Voilà. Et là, du coup, ton body, si tu le console log à cet endroit-là, eh ben, il sera rempli. Et le but là-dedans, c'est chez un request.on, je sais que où je fais mon traitement, et après je return, je ferai un response. Par exemple, où tu consoles le body, est-ce que tu veux. Ouais, le but, c'est vraiment là de voir que c'est pas simple. Ouais. On va faire un response.end. C'est juste histoire de. D'accord. Okay. Je pense que du coup tout le monde commence à voir un peu où. Voilà, exactement. Alors il y a une manière un peu plus élégante quand même de le faire. Tu peux aller voir la solution. Yes. C'est tout en haut là, il y a un helper qui permet en fait de le rendre un peu en promesse, tu vois. Donc il va le lire.
dans une promesse, et quand il a fini, il va nous retourner, donc on peut await le body. D'accord. Et Et c'est un si peu il plus, s'est passé quelque chose pendant ce temps-là, voilà, comme ça fait une erreur. Exactement, s'il y a une erreur. Et après, toi, tu l'as utilisé ici. Tu as fait un await sur data, console log data. Exactement. Et après, Tu je fais une fais une redirect. redirection. Exactement. Et Ok, je- super. Mais on peut voir déjà que bon, ça devient lourd, quoi. C'est pas la solution. Le natif, c'est très bien pour faire des scripts, pour faire des mini proxys ou des trucs comme ça. Mais là, on peut voir que si on veut créer en fait une stack web, créer un site, une API ou autre, c'est pas la solution, quoi. Yes. Ok. Voilà. Donc là, c'était vraiment le mode natif. Voilà, vous l'oubliez, hein, clairement, c'est pas fait pour. On peut voir qu'il y a beaucoup de boilerplate et du code embêtant. Du coup, la deuxième solution, c'est d'utiliser en framework, et souvent les gens ils ont tendance à partir sur des frameworks low scope type Express ou Fastify qui est plus recommandé. Pourquoi? Pour la bonne raison que c'est ce qui est présenté en fait dans tous les tutoriels qu'on va voir. Alors c'est plus simple, certes, on va pouvoir ouvrir et voir ça. Yes. Donc l'exercice 0, alors je t'ai pas mis d'énoncer, mais ça fait exactement la même chose qu'on a fait avant. Donc c'est-à-dire répondre que les get, répondre sur slash about et faire un 404 si jamais t'as pas besoin. Je n'utilise pas tous les jours, mais j'imagine que... Alors c'est une fonction Fastify qui va te retourner. Ah, directement. Ouais, Okay. un peu comme Express, je crois. Express, ils font un peu pareil. Ouais. Et après, tu vas pouvoir utiliser serveur directement pour faire le ah oui, d'accord. Et il faut lui passer quelque chose, il attend des options? Non. Non, c'est juste OK. Donc serveur, point. Voilà. Listen. Ouais, exactement, donc là, ça, il va écouter. Et du coup, là, tu veux qu'on le run ou... Non, pas besoin. Mais ce que tu peux faire, par contre, c'est faire... alors, je sais plus si c'est dans l'exercice 0 ou 1, mais on va voir. C'est faire, en fait, juste écouter, du coup, sur les routes, comme on a fait dans l'exercice 2 de natif. Donc là, on peut voir déjà qu'on a une API un peu plus sympa, parce qu'on peut utiliser la méthode get. Du coup, si tu... voilà, qui va tout simplement écouter sur un get, et là, on lui passe l'URL qu'on veut, slash. Et là, on se retrouve du coup avoir un petit handler qui prend la requête. Un rec. Exactement. Res, j'imagine un next. Non, ça c'est pour plus ce qui est middleware. Ouais. D'accord. Et du coup, là, tu peux directement faire un retour. Tu peux même retourner directement quelque chose, quoi. Tu pourrais faire un return. D'accord. Ce que tu veux, quoi. Un truc un peu comme ça, quoi. Ouais. Exactement. Donc on voit que l'API déjà là, elle est plus sympa, quoi. Donc c'est le but de ces librairies. En fait, c'est vraiment des librairies de routing qui te permettent d'écrire plus proprement, on va dire plus facilement surtout que dans le natif. Et si on passe à l'exercice 1, là, on a repris à peu près le code. Maintenant, si on veut parser le body de la requête comme on a fait dans le natif, dans l'exercice natif. L'avantage, c'est... Voilà, ouais, exactement. Là, serveur post. on s'embête pas, exactement. Serveur.post. On va pas se casser la tête. Hop. Et là-dedans, je pense que j'avais un request. Exactement, t'as pareil, request, response. Je prends aussi response, t'as raison. Je mets pas tout le truc, tu m'en veux pas. Non, t'inquiète. Ça d'aller vite. Et du coup, mon body, maintenant, il va être, j'imagine, directement accessible dans... Exactement. Donc, ce type de framework, il bundle en body parser qui va te permettre de te faciliter la vie pour accéder au body. Surtout si c'est du JSON. On l'a pas vu, mais dans la stack native, Node ne sait pas que c'est du JSON. Donc, il faudra le parser après en JSON, suivant le type et autres. Là, il sait que c'est du JSON. Tu fais un rec.body, tu as le body. Et ça fonctionne très bien. Donc on peut voir déjà que le code est beaucoup plus simple à être écrit juste à l'utilisation dans Router. Et du coup, on peut même retourner un truc un peu comme tu avais fait toi tout à l'heure. Exactement. Ce que c'est. Ok. Post. Down. Et on fait un console log, bien évidemment, du body. Si je prends le même exemple. Ok. Donc là, on voit déjà qu'on est quand même sur quelque chose de plus sympa à lire. Que j'avais mis, moi. On est quand même sur un truc d'un peu plus
Un plus peu propre, cool. on va dire. Ok, Exactement. Bon, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de défauts qu'on verra par la suite. d'accord. Si on passe à l'exercice 2. Du coup, on va aller un peu plus loin, vu que c'est un peu plus simple quand même d'écrire du code. Et maintenant, le but, en fait, ça va être de inscrire dans une base de données un utilisateur qu'on fait un post sur slash et de pouvoir le lire quand on fait un get sur slash. Ok, Et du coup là, on va dans un autre souci, c'est que ces librairies Hello-Scope, en fait, elles font très bien le routing, mais tout ce qui est à côté, eh ben, elles le font pas. Donc là, si tu veux accéder à une base de données, il alors faut un tu vas client. pas forcément taper le code, hein, on va pouvoir aller voir la solution, sinon on va passer un petit moment, Ok, mais il va falloir gérer en fait vous-même, donc le développeur va devoir gérer lui-même la connexion à la base de données, donc faire qu'on a. voilà, qu'on a là-haut. Moi, c'est ce que j'appelle du glue code, donc c'est-à-dire du code de liaison, en gros, entre plusieurs Ouais, librairies. tu prends des Exactement. librairies et tu les assembles les unes avec les autres. Exactement. Alors là, on peut voir que c'est pas extrêmement complexe non plus, hein, parce qu'après, on a simplement euh, avec Async-Await, c'est assez simple, c'est pas dégueulasse, on va dire, ça se lit bien. Je crée la table ici user, et puis après, ben, je fais une lecture dedans, Ouais. une écriture dedans, quoi. Et puis toi, ton serveur, il va se runner après que tout ça, ça a été fait, donc nickel. Exactement. Et après, dans ton handler de get, tu fais un select pour retourner tous les users. Et tu peux poster un utilisateur, du coup. Exactement. Tu fais un Le code est insert. fonctionnel, donc c'est exactement comme ça. En post, ça va insérer autre. Donc là, on peut voir que c'est assez simple, mais il faut se dire qu'on là, on n'a que la connexion à la base de données. Maintenant, dans une application web, on a beaucoup d'autres choses. On a le parsing du body, mais ça, on a pu voir que c'était même géré là. La connexion à la base de données. On a l'authentification, tous les systèmes de session, peut-être la validation des données, et beaucoup de choses. Au final, une application, il faut se dire que bah, c'est souvent la même chose. C'est souvent, bah, comme on a dit, en routing, une DB, etc. etc. Et c'est là où justement il faut se dire, eh ben, est-ce que c'est à moi en fait d'écrire tout ce code en fait, tu vois? Est-ce que c'est là ça serait à toi de faire la connexion à la DB, maintenant tu veux utiliser Redis, ben, ça sera à toi de gérer la connexion à Redis, etc. Pour ton cache, etc. Et ainsi de suite, Exactement, en fait. ton cache et tout ça. Et alors certes, tu peux le faire, mais après il faut aussi poser la question, c'est si tu veux engager plus tard, au final, est-ce que tu n'es pas en train d'écrire ton propre framework, tu vois, que tu vas devoir expliquer, documenter et faire attention de ne pas faire des bugs, parce que dans tous ces codes de liaison de librairie, en fait, tu peux insérer des bugs, tu peux insérer des bugs de sécurité, des memory leaks, etc. Et c'est là qu'interviennent des frameworks un peu plus haut scope, type Adonis, ou il y a aussi Nest.js, etc. Ou connu aussi pour ceux qui font du PHP Laravel, Symfony, ou Django pour Python, Ruby on Rails, etc. Qui eux en fait sont également modulaires, donc c'est-à-dire que tu vas prendre les parties que tu veux en fait, mais il y a tout qui est intégré en fait, c'est-à-dire que tu vas pas te casser la tête à toi-même écrire ce code de liaison, et tu vas pouvoir te focus sur ce qui est important, soit ton application en fait. Toi, tu t'en fiches de la connexion à la base de données. Ce qui t'importe, c'est que bah, quand tu fasses un save, ça save le user, etc., etc. Tu vois. C'est ta logique métier, en fait, sur laquelle Exactement, tu te c'est focus. ça. C'est ça. Ton but, c'est, surtout si tu veux monter une stack web rapidement, ton but, c'est vraiment que ta logique métier, tu puisses te concentrer dessus et pas te concentrer sur comment lier des choses ensemble. On voit souvent, je pense toi aussi, mais dans des Discord communautaires autres, souvent des gens qui posent des questions vraiment simplistes dans le sens qu'ils n'arrivent pas à se connecter à une base de données et ils passent une journée complète sur comment le faire proprement, alors qu'officiellement, bah, c'est pas à eux de s'occuper de ça en fait. C'est pas ton rôle de développeur. Ton rôle de développeur à toi, c'est de te focus sur ce que tu as envie de faire, qui est ton application. Du coup, Yes. ce qu'on peut faire pour enchaîner, bah, c'est essayer Adonis.js. Donc là, Et je donc, t'invite à voilà, revenir en arrière. Alors, je sais pas si ça va fonctionner si on l'installe là-dedans. on va te faire un nouveau. avec Ouais, le je te dire, conseillerais de faire un nouveau dir et peut-être d'ouvrir VS Code, parce que VS Code avec TypeScript, il va pas trop kiffer que ce soit dans un sous-dossier. Donc peut-être ouvrir Ah, d'accord, ouais. dans le root. Ça. Ouais. Donc il faut savoir que bon, dans le framework qu'on va utiliser là, qui est Adonis, c'est un framework qui va utiliser TypeScript, mais il faut pas avoir peur de ça parce qu'on va écrire très très peu de code TypeScript en fait. Mais on va comprendre après. Ah, ouais, CD. Si je fais pas ça dans le bon dossier, ça ne va pas marcher. Voilà, là, il m'en ouvre un autre. Yes, parfait. Bien évidemment, on vous mettra le lien de tout ça après coup, pour que vous puissiez suivre de votre côté. Ok. Donc Alors là, déjà pour commencer,
on va pas s'embêter. On va pouvoir ouvrir le CLI et Adonis offre un CLI tout simplement pour bootstrap l'application. Et tu peux utiliser npm init, qui est une commande un peu magique de npm. Et là, tu peux taper adonis-ts-app. Donc en fait, npm init, c'est comme un npx, ça va lancer en paquet qui s'appelle create- ce qu'on a mis. Donc là, ça serait create-adonis-app. Je peux entrer? Alors non, il faut juste préciser un nom de dossier. Alors vu que tu es déjà dedans, tu vas mettre point. Comme ça va faire dans le dossier en cours. Voilà. Et tu peux faire Enter. Donc là, npm va aller charger le paquet en question, create adonis ts app, qu'on peut voir écrit, 2-3 paquets, et après, il va tout simplement te poser des questions, parce que tu es le développeur, tu connais mieux ton projet que le framework lui-même, et ça va te permettre de démarrer rapidement le code. Boum. Voilà, donc première question, est-ce que tu veux faire une API ou une web application? Alors là, c'est à toi de choisir. Moi, je pense qu'une web application, ça sera plus simple, comme ça, on va pouvoir avoir de l'HTML, et ça évite de devoir taper pas mal dans l'API. Ton nom de projet. On va laisser celui-là. Ouais, tu peux pour faire la cohérence. Exactement. Et là, à toi de choisir. Si tu veux, moi je te dirais oui, mettre oui, puis mettre oui, une deuxième fois. Sûr. Comme ça. Donc ESLint et Prettier, pour ceux qui ne savent pas, c'est un linter et comment ça s'appelle? J'ai perdu le terme. Un linter et un formateur. Un formateur, exactement, qui va permettre de formater le code à chaque fois que vous faites une sauvegarde, et également de vous donner des petits conseils suivant le code que vous tapez, si vous avez fait n'importe quoi ou pas, quoi. Voilà, donc là il va tout installer. En attendant, on peut voir un peu la structure de droite, et on peut voir déjà qu'il y a beaucoup de choses. Yes. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Alors là, il y a des gens qui vont te dire, voilà, quand ils font du Fastify, du Express ou même du natif, on n'avait qu'un fichier. On a pu voir qu'on avait tout dans un seul fichier. Là, on en a déjà 30 sans avoir rien fait. Alors c'est certes, tous ces frameworks-là, ils sont certes un peu plus, on va dire, volumineux dans le terme du boilerplate généré, mais au final, on va les découvrir après et puis on va voir que c'est assez simple. Yes. Ok. Donc première chose qu'on peut faire ici, ça va être juste lancer le serveur, on va voir, et on peut voir que dans ton CLI, c'est écrit ce qu'il faut faire. Il faut taper du coup une commande node ace server watch, exactement. Server watch. Voilà, donc Adonis, dans ce cas-là, lui, il nous fournit en fait un CLI qui s'appelle ace, qui nous donne une tonne de méthodes, de commandes, on va dire, plutôt pour t'aider dans le développement de ton application, dont une serve qui va permettre de lancer le serveur et de le redémarrer à chaque fois que tu fais un changement. D'accord. Voilà. Du coup, là, on a le serveur qui tourne. Sur exactement. Exactement, tu peux aller dessus et on peut voir que ça fonctionne. On a une jolie page HTML qui s'affiche et on est prêt à développer notre application, quoi. Ok. Donc je vois qu'il y a un Discord spécial du coup pour... Exactement, ouais. On a aussi un Discord officiel. Il y a une partie française sur le Discord, si jamais, aussi pour regrouper un peu les communautés sur le Discord, quoi. Exactement. Donc là, voilà, on n'a rien eu besoin de faire. On a déjà une page HTML qui s'affiche, donc c'était déjà cool. Et maintenant, si on veut savoir en fait comment cette page a été affichée, on peut aller voir dans le dossier Start, qui est en fait les fichiers chargés au démarrage de l'application. Et là, on peut voir qu'on a route.ts. Donc là, comme je dis, c'est du TypeScript, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'au final, c'est pas du code vraiment typé qu'on écrit. Et alors voilà, tout est très bien documenté normalement pour aider les gens. Par exemple, on a souvent eu la question de comment avoir différents fichiers pour différentes routes. C'est du Node au final, hein. Donc tu crées tes fichiers, tu les importes. Tu les importes dans ton route.ts. Exactement, voilà. C'est du Node au final, il n'y a rien de différent. Okay. Et là, on peut voir du coup, c'est une API un peu à la Fastify, hein. Donc c'est un routeur qu'on dit quand on atteint slash, il va rendre une vue qui s'appelle welcome dans ce cas-là. Et voilà, donc là c'est assez simple. Les autres aussi, on va les découvrir un peu après. Okay. Ce que tu m'avais proposé, c'était de faire l'authentification d'un utilisateur et de pouvoir créer des utilisateurs en fait depuis des formulaires. Parce que c'est ce qui revient. Voilà, tout le temps. Et exactement. Ça met en lien base de données avec les helpers d'authentification. Et exactement. Perdre de temps à chaque fois de le refaire. Oui, j'acquiesce. Du coup, comme je l'ai dit au début, ça a beau être un framework au scope et avec beaucoup de fonctionnalités, c'est quand même modulaire. Donc là, de base, tu n'as rien en fait.
t'as un peu comme Fastify, t'as juste le body parser, t'as la validation quand même des données en plus, et t'as un routeur. Voilà, donc t'as rien de plus. Donc il va falloir qu'on installe les modules que t'as besoin afin de réaliser la fonctionnalité que t'as besoin. Donc là, tu peux tuer le serveur sans souci. Et là, on va du coup commencer par installer tout simplement le module d'accès à la base de données, vu qu'on va avoir besoin d'une base de données. Donc le module s'appelle @adonis.js. JS. Ouais, Adonis.js, ouais. Non, pas de tiret tout collé, ouais. Sans le S majuscule du coup. Le J majuscule, pardon. Voilà, slash. Et là, ça va être lucide. Et il va falloir préciser la version, vu qu'on utilise la version 5, là, qui est encore en preview, il va falloir faire @alpha. Ça. Voilà, exactement, comme ça. Et là, tu peux lancer. Et là, du coup, ça va installer le module, en fait, qui permet d'accéder à la base de données et plusieurs bases de données. Donc, il faut savoir que vu que c'est un framework, le but, c'est de gérer le plus de cas possible. Donc là, tu auras accès à SQLite, MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, MS SQL, etc. Okay. Donc, le paquet est installé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le configurer en fait pour ton cas, toi. Okay. Et pour ça, on va utiliser notre petit CLI qui s'appelle Ace. Et tu vas pouvoir taper node Ace. Et là, il y a une méthode qui s'appelle invoke. Donc INVOK. Exactement. Et là, tu vas remettre en fait le nom du paquet qu'on vient d'installer sans la version. Du coup, juste exactement. Voilà. Et du coup, là, ça va invoquer en fait les instructions de ce paquet pour le configurer. Donc là, tu peux lancer. Et là, à nouveau, tu vas devoir répondre à des questions. Donc, qu'est-ce que tu veux utiliser? Alors, je te propose qu'on utilise SQLite parce que je pense pas que tu as une DB qui tourne en fond. Et tu sélectionnes avec espace. Peut-être, mais ça va rajouter. Avec espace. Tu as dû faire Enter, je pense. Et oui, bravo. Exactement. Ouais. Ça, c'est un problème qu'on a souvent. Et du coup, voilà. Tu peux en choisir plusieurs en soi, mais nous, on va rester sur SQLite. Ouais. Et après, avec Enter, tu peux aller plus loin. Et là, on peut voir qu'il va installer les librairies qu'on a besoin, créer les différents fichiers qu'on a besoin. Et donc c'est côté Adonis qu'on provide un package Node qui s'appelle Lucide. Exactement. Qui nous permet en fait de... Okay. Voilà. Et là, tu peux faire dans le terminal. Il n'y aura pas grand chose à faire. En fait, ça, on va même l'oublier. En gros, pour vite expliquer, on utilise le système de variables d'environnement pour configurer l'application. On peut voir que tu as un point env dans tes dossiers. Et pour que ça soit en plus testé au démarrage de l'application est typé, on a un fichier qui s'appelle env.ts à la racine aussi, et on lui définit en fait un schéma dedans, juste en dessous là. Je vois pas. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça permet de les valider au démarrage. Donc au démarrage, il va valider qu'elles existent bien, et il va également aussi après te permettre de les typer quand tu vas les récupérer. Vu que c'est TypeScript, on a vraiment voulu faire en fait pour ceux qui ont utilisé Rails sous la Ravel, on a souvent le souci qu'on n'a pas l'autocomplétion de tout ce qu'on écrit, surtout quand c'est des strings ou des choses comme ça. Et là, du coup, ça permet d'avoir l'autocomplétion quand on va récupérer les variables d'environnement, quoi. De toute façon, TypeScript. Voilà. Donc c'est du TypeScript, mais au final, là, on peut voir que c'est pas des types qu'on écrit vraiment, c'est plus en schéma, mais écrit en code, quoi. Donc c'est ça qui est plus intéressant. Mais ça, on va pas aller plus loin. Les instructions, on s'en fiche un peu du coup. Et donc là, après avoir installé ce paquet, maintenant, tu aurais accès partout dans ton code à une base de données SQLite sans rien faire de plus. Donc là, c'est un peu magique pour certains. Mais c'est le but, quoi. Okay. Et on va pouvoir enchaîner, du coup, vu on sait déjà ce qu'on va faire, on va faire de l'authentification en installant le module d'authentification. Donc ça va être pareil, hein, npm install @adonis.js /auth pour authentification, voilà, et @alpha comme pour Lucide. Voilà, toujours. Alors ça sera peut-être plus le cas suivant quand vous regardez la vidéo si la nouvelle version a été sortie officiellement ou pas. Donc là, la version officielle, c'est Adonis 4, c'est ça? Exactement. Et là, il y a la 5 qui arrive avec TypeScript dedans. Exactement, avec plein de modifications, dont TypeScript. Et on a mis sur @alpha plutôt que d'autres, parce que sinon les gens commençaient à mettre à jour, et puis ça posait bien évidemment des soucis de compatibilité, quoi. Yes. Et là, on va refaire un node Ace, du coup. Exactement. Pareil que Lucide. Donc, c'est un paquet qui a besoin de quand même quelques configurations, hein. Donc, invoke. Et là, on va faire simplement auth à la place. Alors là, il te demande quel provider tu veux choisir. Alors, on va vite passer dessus. Tu vas prendre Lucide. Parce que c'est celui qu'on a. Hein.
Voilà, qui est notre ORM en fait. Là, il va te demander qu'est-ce que tu veux en fait utiliser pour t'authentifier. Alors nous, vu qu'on fait du web, on va prendre web, tout simplement parce qu'on va utiliser des sessions toutes simples pour, avec espace. Entrée. Est-ce que tu peux en choisir plusieurs à nouveau. Là, on va revenir après dessus, mais tu vas juste taper user. On va expliquer après à quoi ça sert. Ouais, exactement. Okay, exactement. Super. Et là, tu fais yes. Pouf. Voilà. Donc là, on va maintenant analyser un peu ce qui a été généré. Donc là, on a vite installé, configuré et autres, sans vraiment comprendre. Et maintenant, on va en fait voir ce qui a été généré. Donc, si on ouvre le dossier app, ici, on peut voir qu'on a 3 dossiers, mais surtout le dernier qui nous intéresse, voilà, modèle. Ouais, directement ça m'a trigger. Voilà. Alors, en modèle, tu vas pouvoir juste le rename et mettre un U majuscule, sinon je vais être trigger durant le... Si ça passe, U majuscule, vas-y. Oh, magnifique. Et la classe aussi, du coup. Ouais, là tu mets oui. Et la classe, tu peux la renommer avec un. Oh, c'est beau en minuscule. Hein. Les pauvres viewers qui voient ça, ils vont demander. Exactement. Voilà. Du coup, un modèle, qu'est-ce que c'est? En fait, un modèle, c'est un objet qui va représenter une table dans ta base de données. Donc là, Adonis, c'est plus sur le côté convention plutôt que beaucoup de configuration. Donc on peut voir que le modèle il est assez sobre. Par exemple, on ne définit jamais ici le nom de la table. Okay. Pourquoi? Parce que le nom de la table, en fait, il est dérivé du nom de la classe et mis au pluriel. Donc là, la table serait appelée de base users. Voilà. Donc si je renais sur un table plus ou n'importe quoi, je verrai users. Exactement. Directement. Alors la table n'a pas encore été créée. Et ça, on va voir après comment elle est créée. Mais en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'on suit les conventions. Mais si tu voulais la nommer trucmuche, ta table, tu peux. Et après, dans le modèle, il faudrait juste configurer comme quoi c'est plus la mécanique user, de base. mais trucmuche. Exactement, mais trucmuche. On peut voir aussi d'autres choses, c'est qu'on a des colonnes. Donc ça, c'est souvent les colonnes de notre table qui sont définies. Donc on a ID, email, password, remember me. Donc ça, c'est le fameux token avec la case à cocher qui ne fonctionne jamais. Et après, c'est des timestamps qui sont un peu basiques, quand le modèle quand la donnée a été créée, quand elle a été mise à jour. Et en dessous, on a un petit truc magique donc, qui est offert par l'ORM, c'est ce qu'on appelle un hook. Et un hook, ça permet d'effectuer des actions, voilà, comme son nom l'indique, ça se lit, before save, donc c'est avant la sauvegarde de ce modèle dans la base de données. On va hacher le mot de passe s'il y a besoin qu'il soit haché. Donc là, en installant 2 modules, en gros, tu as un accès complet à la base de données et tu as un système d'authentification complet avec en plus de la sécurité où ça va hacher le mot de passe, etc. etc. Donc là, tu as fait ce que tu ferais en quelques heures via d'autres librairies type Express, Fastify ou autres en 4 commandes sur ton CLI, quoi. Nice. Voilà, exactement. Si on va voir dans le dossier. Est-ce que tu as des questions jusqu'ici? Franchement, non. J'ai juste la seule que j'avais. Ouais. C'était ici, quand tu mets colonne email, est-ce qu'il y en a un helper ou un décorateur pour le fait de le rendre unique, ou c'est pas ici que ça se gère? Alors, c'est pas ici que ça se gère, et on va voir ça justement dans le dossier database après. Okay. Donc, on a aussi un petit dossier database, et là, on peut voir qu'on a voilà, migration, exactement. Et là, on peut voir qu'on a une table user. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, voilà. Et ça, c'est les gens souvent ont de la peine à comprendre, c'est que le user, en fait, a en quelque sorte aucun rapport avec votre base de données. Qu'est-ce que tu as voulu ouvrir? Je ne sais pas. J'annule, je ne veux pas. Tu ne veux pas, exactement. Donc, il y a certains frameworks qui font une liaison stricte entre le modèle et la base de données. Dans notre cas, avec Adonis, ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, en fait, on a un système de migration. Donc, une migration, c'est une sorte d'étape d'évolution dans la base de données. Et là, la première migration, on va créer la table. Donc là, on crée la table users et on va lui définir différents champs. ID, qui est un type auto-incrémente, qui est la clé primaire. Donc là, c'est une API un peu sympa pour créer tes champs. Et du coup, email, là, on peut voir qu'il n'est pas unique. Tu vois, c'est écrit string email 255, il est non nul, mais on peut voir qu'il n'est pas unique. Donc on va le rendre unique en... Voilà, exactement, point. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait rajouter après? Ce serait un unique. Ouais, exactement, voilà, exactement, unique. Voilà. Et du coup là, on rend le champ email unique. Mais attention, on le rend unique au niveau base de données. Ok, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la migration, c'est vraiment ça touche à la base de données et c'est un peu
il faut imaginer que ça ne fait pas partie vraiment de l'application. C'est vraiment pour interagir avec la base de données, ça. D'accord. Pour créer des tables, modifier des tables, créer des champs, etc. etc. Et ce n'est pas directement relié au modèle, dans un sens. Je ne sais pas si c'est compréhensible Si. ou pas. Pour moi, Ok. ça l'est. Ok. Il ne faudra pas hésiter, les amis, à poser d'autres questions que j'ai pas Dans les posées à commentaires. Romain. On répondra a posteriori sans problème. Exactement. Donc les migrations, comme je l'indique, ça permet de faire une évolution de la base de données. Du coup, on va la lancer pour tout simplement faire ce qui est écrit, créer une table user avec ses différentes entrées. Ok. Et d'après toi, comment du coup on peut lancer la migration? On va se servir de Lucide. Alors En oui, on va se disant- servir de Lucide, En mais disant de j'ai quelle manière? tel dans migration, applique les migrations ou les migrations de user. Et lui-même, il va peut-être trouver la table ou applique toutes les migrations. Il va regarder dans le fichier migration, puis il va apply à la DB tous les scripts. Ouais. Alors c'est un peu ça. On va utiliser Ace du coup, qui est donc le CLI d'Adonis. Et si tu tapes juste Node Ace et tu fais Enter, on va avoir une liste en fait de toutes les commandes qui sont disponibles et qui s'ajoutent au fur et à mesure que tu installes des paquets. Et là on peut voir qu'on a plein de commandes pour les migrations qui ont été ajoutées. Alors il y en a plein d'autres bien évidemment, et qui, comme je dis, tu peux créer les chains et chaque paquet que tu vas installer va peut-être en ajouter également. Donc le but c'est vraiment là d'avoir un système, comme je dis souvent, intégré. C'est-à-dire que tout en fait fonctionne en symbiose, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas tu vas installer. Exactement, c'est pas tu vas installer une librairie externe et puis tu auras ton propre CLI dans cette librairie. Là, ça va s'intégrer à la librairie, au CLI de Adonis, quoi. Ok. Et du coup, là, on va pouvoir utiliser la commande migration 2.run qui va lancer les pending migration comme c'est écrit. Voilà. Et là, ça a été fait. Magnifique. Donc là, on a choisi d'utiliser SQLite de base. Si tu vas à la racine de ton projet, tu as un dossier qui s'appelle temp, normalement, qui est peut-être pas affiché. Non, il est là, temp. Et là, tu as ta base de données SQLite 3. Alors bon, bien sûr, on peut pas l'ouvrir ici. Voilà, c'est une base de données, c'est un format binaire, mais il faut croire, du coup, faut trust le framework là, qu'il y a une table user qui a été créée dedans, avec les différents champs qu'on a insérés. Donc ID, email qui est unique, password, etc. etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ayez choisi SQLite, Postgres, MySQL ou autre, au début, ça n'aurait rien changé. Hein. On aurait fait exactement la même chose, parce que les API sont pas uniques par driver, quoi. Ok. Cool. Du coup, on a notre table. On a un modèle utilisateur maintenant. Maintenant, il va falloir créer des utilisateurs et les authentifier. Au final, c'est ça qu'on a envie de faire. Donc niveau base de données, en soi, on est prêt là. On a l'email, le password. Donc, je pense pas qu'on a besoin d'autre chose pour l'authentification. Donc on est en quelque sorte, je pense, prêt à avancer. Ok. Du coup, qu'à créer une vue, quoi. Exactement. Plus qu'à créer une vue, créer des routes, etc. Alors là, ça va peut-être prendre un peu de temps, on verra. Ok. Ouais, Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire maintenant, du coup, pour... Alors, si je me reporte à ce que j'avais dans Route, j'ai Welcome. Alors, j'imagine que... Voilà, ici, j'ai un welcome.edge. Et lui, il fait le matching automatiquement. Exactement. D'un point de vue... Parce que c'est dans Resource View. Donc, si je faisais un file, je sais pas, moi... On peut l'appeler form, on s'en fout. Tu peux l'appeler comme tu le veux. Là, il faut pas s'embêter. On va faire commander des mecs bien. Alors, je sais pas si c'est quoi la convention. Moi, je mets des tirets, mais au final, tu soulignais comme tu veux, quoi. Et bonne nouvelle, à part, je crois, dans ton tuto d'Adonis que j'avais vu, je n'ai jamais utilisé Edge, donc... Donc c'est un bon moyen de difficulté. Donc qu'est-ce que c'est Edge? Les gens ont plus tendance à avoir de l'HTML ou autre. Edge, en fait, c'est une sorte de moteur de template. Enfin, c'est un moteur de template. Et en gros, c'est de l'HTML, mais avec des stéroïdes, quoi. Donc tu peux faire des trucs... Puck ou Jade. Ouais, c'est pareil. C'est exactement pareil. Sauf que Edge est intégré à Adonis. Et du coup, ça nous permet d'y insérer, en fait, des fonctionnalités à la volée. Ok. Yes, ok. Est-ce que je recopie-colle tout ça et puis on modifie que le main ou je sais pas comment tu peux non, ce que tu peux faire, c'est directement aller dans ton Edge que tu as créé. Et là, actuellement, ton VS Code, il faut savoir qu'il y a une extension si tu veux pouvoir lire les points Edge, vu que c'est un format un peu spécial. Okay. Mais tu peux aussi le mettre en HTML si en bas, tu vois, tu as écrit plain text dans ta... Exactement, là, tu peux le mettre en HTML tout simplement. Voilà. Ok.
Et du coup, je crois que c'est point d'exclamation. Si tu fais point d'exclamation, sauf erreur de base, voilà, si tu fais Enter, voilà, ça te génère le truc de base, on va dire, Donc le with device, l'initial scale, on va laisser ça pour plus tard. On va l'appeler user form. Exactement. Okay. Et dans mon body, j'imagine qu'on va faire un form. Ouais. Mais là, là on va faire de l'HTML brut, donc form. On aime bien. Exactement. Ok. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Ah, et quoi, c'est pour créer un user, donc... on va faire 2 inputs, ouais. Ouais, je pense qu'il faut essayer de faire simple. Exactement. Donc là, il faut se dire que bah, là, on fait une vue, mais au final, si vous utilisez une API, bah, la vue, ce serait votre front qui s'en occupe, quoi. Exactement. Voilà. Input, machin... Là, on va lui donner un type. Le type, dans ce cas-là, ça va être email, parce qu'on va utiliser quand même les fonctionnalités que HTML5 nous offre. On va avoir un type email, un type password. Voilà. Et là, un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est leur donner un nom. Parce que quand on va poster le formulaire à notre backend, ben, le nom va tout simplement être lié au champ. J'ai jamais fait de HTML. Et password, voilà. Ok. Donc là, on est bon, il nous manque 2 choses. Bouton. Alors ouais, effectivement, le bouton submit. Alors il nous manque 3 choses. Le fameux bouton submit. J'ai un peu de mal avec mon clavier, tu l'as bien vu. T'inquiète. Submit, de type submit. Exactement. Voilà. Et dans le formulaire, il lui manque les informations de qu'est-ce qu'il doit faire en fait avec ce formulaire. Une sorte d'URL. Exactement. Donc on va lui donner une méthode déjà. Donc avec méthode. Et là, la méthode qu'on va lui passer, c'est post. Parce qu'on va vouloir faire un post. Et l'URL, ça s'appelle action. Voilà. Et là, bah, tu vas lui mettre ce que tu veux. Slash, là, ça va être user. Exactement. Là, tu mets ce que tu veux. La convention est, enfin, la convention, en général, on imagine que on va poster dans une collection d'utilisateurs. Donc c'est effectivement /users parce que il y en a plusieurs dans cette collection. Et là, on va ajouter à cette collection users. Donc logiquement, voilà, parfait. Et il faut pas d'autres inputs pour les names ou machin. Je sais plus trop. Non, là, t'as rien besoin de faire d'autres. Vu que dans notre cas, nous, on a défini juste un email et un password. Alors, il y aurait le remember me, mais ça, c'est plus pour la connexion après. Ouais, ok. Donc là on est bon. T'as rien besoin de faire d'autre. Exactement. Ok. Et maintenant, il faut peut-être que j'aille dans mon... Il faut que tu sauvegardes. Sauf que je sauvegarde, bien évidemment. Voilà. Et que j'aille dans mes routes et que je crée 2 routes. Une route qui va rendre le HTML et une route qui va permettre d'ajouter le user. Exactement. Donc, on va avoir la route users qui va render, comment on l'a appelé, user form, user-form. Ok. Exactement. Et là, pour le post, il faut enlever le on, c'est ça, mettre un post, non? Exactement, c'est ça. Le on, en fait, c'est un peu une méthode magique qui a été ajoutée pour dire, au lieu de passer par le schmilblick de contrôleur ou de handler, tu rentres directement cette vue, en fait. C'est simplement pour que ça soit simplifié, quoi. On est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus proche. Quand tu fais du back-end, finalement, si un jour tu veux convertir tes routes, alors qu'avant tu rendais de la vue et machin, t'as juste à te créer un handler, j'imagine, et retourner de la vue. Exactement, c'est ça. Smart. Et du coup, là, ici, comment maintenant on accède à la base de données? Via le modèle. Exactement. Via le modèle. Que si je fais user... Il va s'auto-importer, exactement. Tu fais Enter, paf, il est importé en haut. C'est pas beau, ça. et maintenant, du coup, tu as plein de méthodes dispo et tu cherches la bonne méthode create, parce que qu'est-ce qu'on veut faire au final? On veut créer un utilisateur, donc c'est exactement ça. Yes. Create. Et là, tu envoies un objet de valeur que tu devrais récupérer dans la requête. Donc là, c'est quoi? C'est request response, comme d'habitude? Alors, là, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est qu'avec Adonis, on passe un contexte, en fait. Donc, ça va être un objet global qui va suivre la requête tout au long de son chemin et qui a plein de choses dedans et qu'on peut insérer, enfin, que des plugins externes peuvent insérer. Par exemple, là, si tu fais les brackets, c'est pour déstructurer. Ok. Dans CTX et que tu fais, je crois que c'est commande espace
un truc comme ça. Voilà, là on peut voir du coup la totalité qu'on a. Donc on peut voir qu'on a auth qui a été rajouté justement par le paquet d'authentification. Et on peut voir, on a request, response, on a session qui est ajouté également par le package d'authentification. On a view, etc., etc. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, ça, si tu veux le body de la requête, c'est request. Donc tu vas pouvoir extraire, on va dire, request exactement. Alors là, il te râle juste dessus parce que tu n'as pas mis async, parce qu'il attend d'avoir une async function. C'est comme ça, on enlève. Quel gredin je suis. Exactement. Et dans request, on a un body. Alors, ouais vas-y, tape request. Et là, on a plein de méthodes. On a all, par exemple, qui permet de récupérer tous les champs. On a input, qui permet de spécifier certains champs qu'on veut recevoir. Et on a une ribambelle d'autres choses également. Okay. Et toi, t'as dit quoi? C'est all, c'est pour récupérer quoi? Tous les... C'est pour tout. Là, il va tout récupérer. Du coup, c'est un peu ce qu'on veut faire. On veut récupérer ce que tu as envoyé à ton formulaire, donc c'est-à-dire l'email et le password, et on va créer le user avec. Et c'est une méthode. C'est pour ça qu'il te râle dessus. Exactement. Alors là, on peut voir là aussi qu'on a fait une sorte de micro-faille de sécurité. Ouais. Parce qu'imagine que dans ton user, tu aurais en champ admin, et true false, hein. Et du coup, moi, je poste dans ton formulaire avec un admin true. Là, en l'occurrence, tu vas créer l'utilisateur avec admin true également. Admin. Voilà. Okay. Et c'est là où on va devoir valider la requête Okay. afin d'éviter que ça nous arrive. Okay. Donc, est-ce que tu veux qu'on valide la requête ou je pense que c'est intéressant pour les viewers. C'est intéressant quand même de voir. Du coup, ce que tu peux taper, c'est via Node.js en fait. On va pas tout faire à la main. On a un petit CLI qui nous aide. Et là, on a une commande qui s'appelle make validator. Pour, comme son nom l'indique, alors c'est avec un 2 points au lieu du tiret. Exactement, make validator. Et là, tu vas lui donner un nom. En fait, du coup, store user, ce que tu veux. Fais-toi plaisir. User. Ouais, user, très bien. Voilà. Et là, on peut voir qu'il nous a créé un document dans app/validators/user validators. Parfait. Okay. Alors voilà, je te conseille de faire CTRL-S, c'est juste avec Prettier et Oslint, ça. Exactement. Alors ce qui nous intéresse, donc en gros le validateur, on va lui définir le schéma en fait des données qu'on attend, un peu comme on a pour le fichier env. Et après, ça va valider pour nous. Donc là, tu vas taper exactement email, on attend un email. Et là, du coup, avec schéma point, ce schéma en minuscule, voilà, exactement. Là, on va pouvoir lui définir le type que c'est. Donc l'email, c'est un type string. Exactement. Et là, pour le moment, on va laisser comme ça, plus rien besoin de faire. Le deuxième champ qu'on attend, c'est un password. Et qui sera de type string. C'est bon. Voilà. Et là, on n'a rien besoin de faire d'autre pour le moment. Donc là, on a défini le schéma qu'on attend. Et c'est ça. Si je fais user validator, il va me l'emporter. Exactement. Du coup, maintenant, comment récupérer les données validées? Et c'est une méthode dans request qui est request.validate. Et tu vas lui envoyer le validateur en paramètre. C'est comme ça que ça se fait. Ouais. Const, on va faire un truc genre payload est égal à request.validate de user validator. Exactement. Alors, c'est une méthode asynchrone, donc il faut juste la await. Et là, si tu survoles payload, voilà, normalement on a les types, donc ça c'est merci TypeScript, on a les types qui sont retournés, donc on sait qu'on a un email et un password. Voilà, exactement. Et du coup, en ayant fait ça, en fait, le validateur d'admin va également enlever en fait tous les champs qui n'ont pas été validés. Donc là, si j'aurais envoyé admin, admin il n'est pas dans le validateur, donc admin il serait plus dans le payload récupéré. Voilà, exactement, il serait dégagé, il serait plus dans le payload récupéré. Et du coup, là, tu as validé ta requête, donc elle est safe. Et en plus, maintenant, tu as créé un utilisateur avec le user.create. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire après avoir fait le post? Est-ce que tu veux retourner une vue? Est-ce que tu veux rediriger l'utilisateur? Pour faire simple, on le redirige vers la vue. Ok, on va rediriger du coup. Du coup, pour rediriger, là, on a besoin de la réponse. Donc, il faut l'extraire à nouveau de ce fameux contexte. Et là, on va pouvoir faire un response. Point redirect. Et là, tu vas pouvoir appeler comme une méthode. Et là, tu peux faire point directement, en fait, si tu enchaînes derrière.
Alors soit là tu Ok. mets l'URL, comme tu peux voir que tu as des exemples dans la doc. Ouais, j'ai vu le to route, c'est ça? Voilà, to route ou back, tout simplement. Ouais, d'accord. Et là du coup il va rediriger en fait à la route où il était avant, soit le formulaire tout simplement. Ok. C'est pas une promise, il n'y a pas besoin de. Non, la dernière chose à faire, c'est user.create, c'est une promesse. Alors t'es pas obligé de le wait, mais si tu le wait pas, il y a un risque que quand tu sois redirigé à la page d'avant, en fait l'utilisateur n'ait pas encore été créé à ce moment-là. Donc D'accord. ça c'est toi qui vois. Moi je te conseille de le wait pour pas qu'il y ait des soucis dans nos Et notations. notamment de te renvoyer back ou de te renvoyer sur une vue qui te dit que c'est bon, une vue qui te dit que c'est pas bon en fonction de s'il y a une erreur ou pas. Exactement. Ça c'est après. On va c'est pas à toi aller qui- jusque-là parce que bon, c'est pas les... Voilà. On va refaire Facebook. Yes. Yes. Donc là, du coup, on a la validation de la requête, on crée un utilisateur et on redirige, on fait un redirect back. Donc là, moi, je te propose, c'est qu'on lance le serveur avec Node Ace Serve. Voilà. Et qu'on aille tout simplement tester ton fameux formulaire et ta route. Donc c'était /users, je crois. Exactement. Alors Donc, on moi, a notre email. Alors CML c'est de dégueulasse, compte. hein, mais ça fonctionne. On sait pas quel champ appartient à quoi, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Voilà, le mot de passe. Ok. Et tu fais un submit et ça devrait te rediriger sur la même vue. Ah, Cannot find et là on a une view. erreur. Alors pourquoi on a cette erreur? C'est parce que on a décidé, comme qu'on a pu voir dans le modèle, de hacher le mot de passe avant de sauvegarder. Ce qu'il faut faire Yes. pour que ça soit sécurisé. Maintenant, il y a plusieurs algorithmes de hash. Il y a Argon, il y a Bcrypt, il y a Script. C'est Grosse référence. Voilà. Et du coup, en fait, il faut qu'on installe nous-mêmes le paquet de hashing. Donc il faut installer le module qui dit que je trouve pas ce module, il faut l'installer tout simplement. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est npm-i npm install, exactement. npm-i et c'est phc-argon 2. Un binding, je crois, non? Ouais, c'est ça. C'est un binding natif à la librairie, enfin à l'algo. Et du coup, pourquoi on les préinstalle pas? Parce que au final, c'est comme pour la base de données. Si on devait avoir, je sais pas, si on devait installer le driver Oracle, le driver SQLite, le driver MySQL et le driver Postgres, alors que vous avez utilisé un seul de tout ça, Ouais. ça sert à rien. Donc là, tu peux même faire un F5, je pense. Voilà. Et vas-y, tac. Alors, ce faire, je pense qu'il l'a créé. Je pense. Ouais, mais fais un submit, on va voir si on a une erreur du coup. On a une erreur Oui, oui. parce que unique constraint failed. Alors là, on peut voir qu'on a une erreur SQL. Parce que tu te souviens, on a mis la contrainte dans SQL comme quoi c'était Yes. unique. Alors maintenant, est-ce que ça serait pas intéressant de la rajouter aussi dans notre application, cette contrainte? Ok. Pour éviter qu'on ait une erreur SQL. Tu vois. Le but, en fait, c'est même pas que ça atteigne le moment où on va essayer de sauvegarder parce que eh ben, on devrait le catch avant, si tu vois ce que je veux Et dire. donc, du coup, ici, ça veut dire que dans mon payload, j'ai un point email et je vais aller checker s'il existe ou pas, c'est ça? Alors encore plus simple, en fait dans ton D'accord. validateur, on va pouvoir y ajouter des règles. Si tu retournes dans le validateur, là on peut voir dans email, on va pouvoir y rajouter des règles. Ok. Donc dans string, Pause. voilà exactement, on a l'exemple en haut. En fait l'exemple d'en haut c'est ce qu'on va utiliser. Tu vas mettre un objet vide. Alors c'est d'abord un objet vide parce Ah, qu'on peut, ouais, pas de souci, on peut Parce que configurer. c'est les un options, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, et là on va pouvoir mettre du coup différentes règles. Alors je crois Les qu'il rules. s'auto-importe pas. Il faut juste la rajouter en haut en fait dans ton. Et c'est au même endroit que schéma. Il faut. C'est dans le même package ou... Exactement, c'est au même endroit ici. Donc schéma virgule et là tu peux mettre rules. Je sais pas pourquoi Vous avez VS Code. préparé tout un tas de pré-validateurs en fait qui vont être utilisés Exactement. dans tous nos cas déjà. Email, oui, c'est Voilà, forcément. donc là ça va valider que ça soit bien un email. Et le deuxième qu'on va utiliser c'est unique. Et c'est là où on voit la puissance en fait des frameworks intégrés, enfin des systèmes intégrés. C'est qu'en fait cette règle unique, elle a besoin d'accéder à la base de données, tu vois, pour fonctionner. Et ça, l'avantage c'est que vu que tout est en symbiose, il sait qu'on utilise Lucid et que du coup il va utiliser Lucid. En fait cette règle là, c'est Lucid qui l'a intégrée. C'est ça qu'il faut comprendre. Lucid, vu qu'il connaît le validateur qu'on va utiliser, il a intégré cette règle dans le validateur. Et on a une règle du même signe qui s'appelle exist. C'est par exemple peut-être un drop-down, tu dois choisir un statut entre 1 et 10. La règle exist va vérifier que ce statut existe bien dans ta base de données. Ok.
Et du coup, bah là, tu n'as rien besoin de faire d'autre. Voilà. Ce que tu as écrit est parfait. Donc, on va vérifier que ça soit bien unique dans la table user sur le champ email. Voilà. Et là, du coup, tu as une redirection automatique. Alors, on l'a pas vu, mais vas-y. Ah non, alors je sais pourquoi ça fonctionne pas. Pour C'est parce qu'on démarrer n'a pas Exactement. Vu qu'on a, t'as lancé le serveur sans l'option watch, il va pas redémarrer tout seul. Donc ouais, voilà. Ah ouais, attends, on va peut-être se faire ça. C'est watch comme ça. C'est une option, watch. donc c'est -watch. Exactement. Donc là c'est pareil que l'autre, sauf qu'il va en fait écouter à chaque fois que tu fais une sauvegarde, il va relancer automatiquement le serveur. C'est reparti. Voilà. Alors là on le voit pas parce qu'on ne gère pas l'erreur. Mais en fait, tu as une redirection avec l'erreur qui est insérée dans un flash message qu'on appelle. Donc, c'est comme une alerte qu'on ne va pas forcément traiter dans ce workshop. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça n'a même pas atteint ton code de création. Ça t'a redirigé directement avec une erreur qui sera traitée à l'affichage, quoi. D'accord. J'aurais pu la récupérer, par exemple, dans ma page, l'afficher et me remettre la même page, mais avec un petit message en haut. Exactement. Pour telle raison, on ne sait pas créer. Juste, ça. Je sais pas, du coup, on la récupère du validateur dans Payload, on la récupère où cette erreur? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le validateur, il va throw une exception. Il va throw une exception qui est un valide payload, je sais plus quoi. Et du coup, Adonis va automatiquement, en fait, il y a des exceptions qui sont autogérées. Et là, en l'occurrence, cette exception, elle va s'autogérer en faisant en redirect back avec des messages dans la session. Donc là, si tu veux la gérer, il faudra aller voir dans ta vue, qui est user form. Ok. Et on peut l'afficher en soi si tu vas juste en dessous du body, là. Ok. Enfin, juste dans le body, pas forcément en dessous. Exactement. Et là, tu peux utiliser des brackets, un peu si tu fais du Vue ou du Angular ou autre. Voilà, exactement 2 brackets. Donc ça, c'est le moyen d'afficher en fait quelque chose de dynamique qui est injecté. Okay. Et là, on a la méthode inspect qui nous est offerte par Adonis. Et dans cette méthode, on va pouvoir lui passer quelque chose à inspecter. Et là, le nom, c'est Flash Messages, si je me souviens bien. Et c'est en camel case. Voilà. Alors là, on va voir si ma tête me fait des taux pas. Donc on peut voir que ça a été reload. Donc là, si tu réessayes, normalement, tu dois avoir l'erreur qui s'affiche sur ton front. Voilà. Et du coup là, ça va inspecter cet élément. Et là, on peut voir, voilà, on a l'erreur. Donc c'est du verbo. On peut voir, on a les valeurs qui ont été renvoyées. Donc on peut voir ton email, ton password qui est zo, et un nouveau champ qui est errors, qui est vide de base. Si tu fais F5, il sera vide. Et avec les erreurs, différentes erreurs. Donc après, c'est au développeur de traiter ça. Et bien évidemment, il y a des helpers pour le faire plus facilement dans la vue. Ok, c'était juste pour ça. Mais je pense que c'est pas mal déjà, je sais pas ce que t'en dis. Ouais, là t'es bon. Chose à nous partager Alors, moi, ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on vérifie déjà juste via une petite méthode sympa que le user a bien été enregistré, même si on sait qu'il l'a été, dans le terminal aussi. Et après qu'on fasse quand même vite l'authentification, si on a le temps, on verra. Je sais pas depuis combien de temps. Ça fait une petite heure, mais Ah oui, déjà. Oui, mais c'est très complet. Et je pense que pour aller tacler les sujets, des fois, faut prendre le temps. Exactement. Yes. Du coup, je te propose d'utiliser la commande qui s'appelle REPL, donc c'est REPL, donc c'est avec Node Ace à nouveau. Ça fait partie Node Ace REPL, c'est ça? Ouais, exactement. Sans le T, voilà. Et ça, en fait, ça va permettre, si tu la lances, ça va permettre de lancer en fait une sorte de CLI interactif qui est comme si tu étais dans ton application, dans ta stack applicative, mais dans le terminal. Ok. Donc c'est-à-dire là, si tu fais .ls, comme c'est écrit, on peut voir qu'il y aura des différents helpers. Vas-y, enter. Comme ça, on est bon. Et là, on peut voir on peut faire différentes choses, load DB, load encryption, etc. Et là, on va faire load models. Donc tu vas pouvoir lancer la méthode load models. Voilà. Ça s'appelle comme une méthode? Ouais, comme une méthode, c'est une méthode. Voilà. Et là, du coup, ça va charger en fait tous les modèles pour qu'on puisse les utiliser. Donc si tu refais un .ls, on devrait les voir normalement dans le terminal. Et là, on peut voir en bas models user. Du coup, tu peux taper models .users avec un seul D. Voilà. Et puis user, c'est comme ton modèle, donc c'est U majuscule et sans le S du coup.
Et là, ben, si tu fais un point all, donc là, tu as le modèle. Donc là, on va utiliser une autre méthode. Hein, on a été créé avant, point all, et tu fermes la parenthèse comme si tu l'appelais, et tu fais enter. Ça va en fait nous charger le. Alors, c'est une promesse, donc il faut juste le wait. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Voilà, enter. Et là, ça va nous charger en fait tous les users. En l'occurrence, on a quand. Et on peut voir si tu descends, est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Alors relance la commande, mais pas avec all, avec first. Ça va nous retourner le premier. Et comme ça, on le verra un peu plus en détail. Voilà, et là, si on monte, on peut voir du coup, on a ton user avec les attributs ID 1, email, etc. Le password, on peut voir qu'il est bien haché, c'est ça que je voulais surtout vérifier, avec Argon 2. Super. Voilà, donc ce Ripple, ça permet vraiment en fait d'interagir. Souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une route, genre create user, tu sais. Ils créent leur user à la mano, puis après, ils deletent la route. Là, en fait, ce Ripple te permet d'être dans ton application et de faire des choses avec, quoi. Donc ça, le Ripple, c'est encore un plugin, une feature Adonis, c'est ça? Exactement. C'est pas de base dans les frameworks. Génial. C'est proposé par Adonis pour simplifier en fait la vie des développeurs. Voilà. Ok. C'est le concept complet du framework. Yes. Ok. Du coup, maintenant on a notre user. On va quand même essayer de l'authentifier, histoire qu'on ne l'ait pas créé pour rien. Du coup, on va créer deux routes à nouveau. Pareil. Login. Ouais, une route sur login. Ça va taper dans le formulaire de connexion. On peut remettre le même du coup en fait. Alors on pourrait remettre le même, mais le problème c'est que l'action, il faut qu'elle change. Ah oui, non. Okay. Alors enfin on peut, parce qu'avec avec Edge, on a des systèmes de templates, etc., avec des variables, etc. Mais le but c'est pas de ce workshop, c'est pas de voir ça. Il y a la doc ou autre si les gens sont intéressés. Mais là tu peux copier le code. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et là c'est sur la route login. Exactement. Et normalement, le reste, puis on met un inspect flash messages parce que c'était cool de voir s'il y a des erreurs. Ouais. Exactement. Pour débugger, notamment en phase de debug, c'est pratique. Voilà. Alors, il y a tout un debugger aussi intégré à Adonis, si jamais, et au moteur de template. Mais ça, c'est pour autre chose. C'est pour un autre workshop, on va dire. Ok. Et maintenant, on va reprendre cette route-là. Exactement. Je duplique un peu de code, mais c'est juste pour... Voilà. Le validateur, on peut l'enlever. Ouais. Parce que on va pas valider que l'email soit unique, parce que du coup, on l'utilise pour se connecter. On va pas créer de user non plus. Exactement. Et maintenant, du coup, comment on va faire pour authentifier? D'après toi, comment on pourrait faire pour authentifier l'utilisateur? Tout à l'heure, si je suis un peu le truc, on avait tout un tas de choses qui avaient été injectées dans le contexte. Et ouais. Donc il y a auth que j'ai vu tout à l'heure, mais on avait vu d'autres choses. Si on faisait un contrôle, il y avait la session qui avait été rajoutée, mais ça c'est autre chose. Donc je pense que c'est dans auth qu'on va avoir ce qu'on veut. Donc si je tape auth.check. Bon, je sais pas. Auth.check, ça ferait une vérification qu'on est authentifié ou pas. Mais du coup, la première méthode, auth.attempt, essaye de m'authentifier. Et dedans, il va prendre en UID, qui est l'email en soi, et le mot de passe. Donc du coup, là, il faut quand même les récupérer de la requête. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser une nouvelle méthode encore de request, histoire de tester un peu. Et c'est request.only. Et ça, je le stocke quelque part? Ouais, on va le stocker dans une... Enfin, tu vas pouvoir faire un tableau. On fait une déstructuration de tableau, si tu connais. Ouais, bien sûr. Voilà. Et on va avoir l'UID, donc l'email en premier. Et en deuxième, le password. Comme ça, on va pouvoir un peu voir les méthodes. Et là, du coup, dans request, only, la méthode only. Et là, on va lui passer un tableau de champs en fait, qu'on veut récupérer. Et du coup, là, on veut récupérer email et password. Et ils seront retournés dans le même ordre dans un tableau. C'est pour ça qu'on les déstructure après. Donc là, ce serait email et password. Et par contre, pourquoi on déstructure UID? Alors, ça c'est c'est un nom en fait. Tu peux le nommer email, tu peux le nommer trucmuche. C'est toi qui vois. Et lui, parce que lui disait, du coup, c'est pas l'ID du user que Attempt a besoin. Il a besoin de. Il a besoin d'un UID. C'est un unique identifier que tu utilises en fait. Et comment il sait que c'est l'email? Ça, c'est une bonne question un peu. Comment tu vois, il sait que c'est l'email? C'est que si tu vas dans le dossier config en fait à droite, dans la structure, c'est vrai qu'on l'a pas vu celui-là. Il
y a une config, voilà. Et là, on peut voir qu'il y a différentes databases, hash, etc. Et on a auth. Et dans auth, si tu scrolles un peu, tac, web provider, voilà, là, UID. Et là, on définit les UID et il y a l'email dedans. Et je pourrais aussi rajouter l'ID potentiellement. Tu pourrais mettre ce que tu veux, exactement. Si, Okay. si par exemple, tu as besoin aussi dans username, imagine, tu veux les gérer les deux, et ben, tu pourrais rajouter username ici. Et du coup, ça ferait partie des UID. Par contre, tu peux juste scroller un tout petit peu. Je vais juste vérifier un truc. Oh. Ouais, non, c'est bon. C'est tout bon. Ok. Donc, voilà, du coup, attempt, là, tu vas lui passer en UID qui est l'email dans ton cas, et le password en deuxième. Voilà, et ça va être une action asynchrone, donc tu vas devoir la wait. Et là, ça va faire un peu comme le validateur. C'est-à-dire que si ça marche pas, ça va te faire une exception qui sera auto-gérée à nouveau, qui va te rediriger sur ta vue. Exactement. Dans ce qu'on appelait les flash messages. Exactement. Alors, sauf erreur, là, si tu lances le code, tu auras une erreur, mais on va essayer. Ok. Alors, attends, je vais garder. Je crois que le serveur, il tourne encore. Oui, il tourne toujours. encore, donc on est bon. Bon. Alors, ça serait dans /login. Rien. Attends, c'est pas cette route du coup. Oui. Par contre, je ne cache pas que je ne me rappelle pas du tout du mot de passe que j'ai tapé parce que j'ai tapé un peu vite. Et ça va être très drôle. Ah, effectivement, c'est problématique. Bah, sinon, on peut recréer un autre tout de suite. Alors, tu peux soit recréer un autre, soit tu peux le modifier via le REPL, par exemple. C'est toi qui vois. Je sais pas ce que tu as dit. Ouais, vas-y. On va mettre toto@toto.fr. Voilà. Zo. Voilà. Ça c'est bon. Bon. Maintenant, on va essayer de se loguer. Donc, Toto. Et zo. Validation. Et je pense que tu n'as pas fait Enter dans ton URL. Ici. Ou tu n'as pas changé l'action, ouais. C'est soit un des deux. Ouais. Donc toto. On va y arriver. Zo. Ok, et là maintenant on a une erreur un peu dégueulasse. C'est propre l'affichage des serveurs en tout cas. Ouais, alors l'affichage de l'erreur est propre, mais l'erreur est dégueulasse. Là, en l'occurrence, le problème c'est qu'on veut utiliser des sessions, vu que c'est ce qu'on avait défini dans le auth, sauf qu'il n'y a pas le module de session installé. Ok. Donc on va l'installer nous à la main. Alors dans le futur, il y aura peut-être plus de soucis, hein, ça sera peut-être installé automatiquement, mais du coup on va devoir installer le module de session. Alors là c'est comme pour les autres, hein, npm init @adonijs/session. Et là c'est @alpha, comme les autres. Une fois qu'elle va être runnée, node ace. Invoke, Adonis, exactement. invoke. Alors je sais pas s'il y a un truc spécial à faire pour ce paquet, on va tous le découvrir. Hein. Donc node ace, invoke. Exactement. Et la session. Voilà. Il y a rien d'autre à faire. En fait, il y a rien à faire. Il va juste te proposer là de rajouter dans la vérification des verbes d'environnement session, mais on s'en fout. Par contre, ce qu'on va faire, c'est quand même aller juste voir le fichier .env et voir ce qu'il a mis comme valeur de base. Et là, on peut voir qu'il a mis cookie. Donc voilà, en gros, ça va stocker en ID de session dans le cookie, donc dans le navigateur, et quand Adonis va le récupérer, il va récupérer ce cookie et pouvoir le lire automatiquement. Donc il n'y a rien besoin de faire ça. On aurait pu mettre file, on aurait pu mettre d'autres types de drivers, Redis par exemple, si tu veux stocker la session dans Redis. Ok. Donc là, tu peux réessayer du coup ta connexion. Bah, et je crois que tu avais, ouais, je crois que tu avais coupé le serveur. Et on a toujours la même erreur. Alors oui, mais là, c'est parce que je fais un... Ah, pourtant, il a encore les paramètres, il essaie de retenter la requête, ça doit pas marcher. Je crois qu'il essaie de retenter la requête. Tu veux qu'on réessaye depuis le form, peut-être? Ouais, vas-y, réessaye, on va voir. Sinon, on va faire du debug. Hein. C'est ça qui est bon. Hein. Ok, on a la même erreur. Alors là, tu vois que tu as une petite case à cocher, Show All Frames, qu'on va pouvoir cocher.
Et on va pouvoir voir d'où l'erreur vient. Tac, 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 body parser, blablabla. Undefined is not a function. C'est comme si c'est quand tu essaies d'extraire un email password, c'est marrant. On peut peut-être checker sur un console log de la réponse, afin de voir ce qui est envoyé, je sais pas. Ouais, attends, je regarde juste. Undefined is not a function. Ah, ça c'est les bons messages d'erreur. Blablabla. Attends, retourne voir juste dans le fichier route, là, le tout premier, là. Route.post, A5, blablabla. Ça me semble bon. Et si tu vas voir dans le... Si tu fais un console log de email et password dans le root handler, on va voir. On va voir ce qu'il nous dit. Ici. Ouais. Là, tu vas faire un console log. Email et password, voilà, exactement. Comme ça, on va voir. Et tu fais un petit F5, on va voir s'il atteint cet endroit. Comme ça me permet déjà de... Alors, le console log sera fait côté serveur, du coup, par contre. Ah oui, mince. Ouais, du coup, tu peux aller voir dans le CLI qui tourne le serveur, tout simplement. Ok, je rerun. Ici, je mets toujours sur 2 écrans. Voilà. Et on peut voir qu'il n'y atteint même pas. Donc, le problème, il est ailleurs, là. Concrètement, le problème est ailleurs. Donc, après, c'est peut-être, ouais, je sais pas si c'est un truc qui est dans request ou... Ouais. Attends, je réfléchis juste. Est-ce que ça serait pas un bug qui a été rajouté à la dernière release? Peut-être. Potentiellement. Si tu fais un request.all au lieu de request only. Ici? Ouais, exactement. Request.all. Et puis du coup, ça prend rien en paramètre. Et du coup, ça nous retourne en objet. Donc on va pouvoir exactement déstructurer comme ça, pareil. Hop. Voilà, ça restart le serveur. On va réessayer. Ok, ça passait. Donc je me note ça. Yes. On débug sur du Adonis en live, quoi. C'est trop bien. Ah, regardez le pourquoi du comment. Ok. Donc bon, là il y a une erreur qui selon moi n'aurait pas dû arriver, mais peut-être qu'on a fait quelque chose de faux également. Du coup il fallait utiliser, on a utilisé du coup request.all et on a extrait d'une autre manière avec un objet tout simplement les valeurs. Donc là on a fait un auth attempt, email password, on a redirigé l'utilisateur. Maintenant il faut juste savoir est-ce qu'on est connecté ou pas en fait, tout simplement. Et ce que je te propose de faire, c'est de faire juste en dernier exercice sur la vue en fait en texte qui te dit tu es connecté en tant que, et puis tu mets l'email. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super. J'imagine qu'on peut mettre ça au début. On va utiliser inspect encore aussi pour aller vérifier. Alors tu peux utiliser inspect effectivement pour voir ce que tu as accès, mais en soi pour te dire tu as accès ici à auth. Donc tu peux faire auth. .user, du coup ça va te retourner l'utilisateur authentifié, et là tu vas faire .email. Voilà, tout simplement. Et du coup ça typiquement je peux très bien le mettre dans une... Tu pourrais le mettre dans un if si tu veux par exemple, if auth.user, imaginons. Donc là pour faire un if dans Edge c'est arrobase if, et puis là tu parenthèse, et je crois que tu peux pas mettre d'espace par contre entre le if et les parenthèses. D'accord. Voilà, et puis là exactement. Parce que j'ai pas besoin de mettre les brackets parce que je suis pas dans t'as pas besoin de mettre, exactement, t'as pas besoin de mettre les brackets, et du coup là tu peux même faire if auth user. Comme ça on sait. Oui, parce que ça veut dire si j'ai mon user. Exactement. Si ton user est défini, t'es authentifié. Là on va fermer le if, donc tu vas pouvoir aller à la ligne et faire arrobase end if. Alors là, ceux qu'on fait du PHP auth, ça leur fait des petits souvenirs, vu que c'est un peu les mêmes keywords. C'est pas nickel. Et du coup, dedans, si user est défini, ça veut dire que tu es authentifié. Et là, on peut refaire ce que tu as fait avant, en gros, deux brackets, auth.user.email. Alors, est-ce que je peux mettre du texte ici? Tu peux mettre ce que tu veux. Là tu es dans de l'HTML en fait, donc tu peux mettre un P, ce que tu veux. Vous êtes authentifié en tant que...
Et là, bracket. User.email, exactement. Et il nous manque une dernière chose. Pour s'authentifier, il faut qu'on précise à Adonis en fait certaines routes qui ont besoin d'être authentifiées ou pas. Ou on peut lui dire essaye de nous authentifier à chaque route. Si ça marche pas, tant pis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que sinon, en fait, le auth user, il faut qu'il soit populé. Il faut qu'il soit populé par Adonis. Et pour ça, il faut qu'on va lui donner un middleware en fait à appliquer à la route. Ok. Voilà. Alors moi, ce que je propose de faire, c'est de pas aller dans ce fichier-là, mais d'aller dans le fichier kernel.ts, qui est aussi un fichier qui est chargé au début. Et là, en fait, c'est là où on va enregistrer nos middleware. En l'occurrence, nous, le middleware qu'on veut enregistrer, ça va être un middleware global qui va essayer d'authentifier à chaque route. Et s'il n'arrive pas, c'est pas grave. Et comme ça, on va pouvoir avoir accès à cet objet user à chaque route, même sur une route qui n'a pas besoin d'être authentifiée. Si tu vois ce que je veux dire, genre la homepage, tu n'as pas forcément besoin. Ok, et du coup, c'est dans les serveurs middleware, c'est en haut là, exactement, où il y a le body parser. On va pouvoir en ajouter un. Donc, c'est à côté du tableau, c'est ça? Exactement, à côté du tableau. Et là, en fait, c'est un middleware qui a été mis dans le userland, c'est-à-dire dans ton code à toi, il n'est pas dans le code du framework. Okay. Et il est dans app/middleware. Exactement. Et ça, c'est /silent auth. Comme ça, c'est. Alors, c'est avec un T au lieu du CE pour silent. Et voilà. Okay. et on peut même aller voir le code de ce middleware. Mais en gros, ce qu'il fait, il va essayer d'authentifier et puis en avoir rien à fiche si ça marche pas. Donc là, on peut voir middleware. Et on a. Alors, auth, c'est l'inverse. Auth, il va essayer d'authentifier. Et si ça passe pas, il va te cracher une erreur 401. Comme quoi, il faut être authentifié. Celui-là va essayer d'authentifier. Et pas grave. Voilà. Okay. C'est tout simple. On peut voir que le code là, du middleware, c'est auth-check et next. Next, ok, super. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que sur chaque route, si tu es authentifié, tu auras accès, enfin sur chaque vue, chaque route, tu auras accès au user. Donc là, logiquement, si tu fais un F5, tu devras avoir authentifié as Toto. Voilà. Donc là, on a fait une authentification, concrètement. Voilà, super. Top. C'est cool. Je pense que c'est cool. Tout ce qu'il y a déjà. Bon, après, je pense qu'il faut s'habituer à utiliser le framework si on veut trouver un truc pour se challenger. Mais honnêtement, c'est plutôt quand même très très cool, je trouve. Je sais pas, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, en fait, mon truc, c'était. Moi, j'ai fait du Express. T'arrives, t'as des abstractions en fonction du premier développeur qui est arrivé. Qui a imposé ces trucs, après, c'est mort. Exactement. Ouais. Et avec le temps, plus tu fais ça, plus tu te rends compte que c'est de la perte de temps et que tu as envie de te concentrer. Alors, quand tu es dans un esprit de formation, je pense que c'est intéressant. Quand tu veux tester une techno, c'est intéressant. Et après, une fois que tu l'as fait 40 fois, tu en as marre de réimporter le petit plugin d'Express qui te permet de faire ça, parce que Express ne le permet pas. Du coup, on a une tripotée de plugins. Et d'ailleurs, c'est un des arguments des mecs, des fois, de te dire ouais, mais sur Express, on a tout ce qu'il nous faut. En fait, il suffit juste de rajouter le middleware. Et c'est là, en fait, où tu introduis ces error prone as fuck. C'est ça. Et, exactement. Et voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, la learning curve pour ce framework est peut-être un peu plus grande parce que tu n'as pas un simple routeur, tu vois. Comme là, on a pu voir, il y a une structure, il y a des conventions, etc. Mais en fait, une fois que tu la maîtrises, tu peux avancer, mais très, 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 très vite. C'est là où tu parles de faire des clones de Twitter. Au final, quand tu réfléchis, Twitter, c'est pas extrêmement complexe comme site, tu vois. C'est un utilisateur, il peut poster une sorte de blog. C'est un message de 140 caractères et c'est très rapidement fait en fait avec ce type de technologie parce que tout est à disposition. Et c'est vrai que souvent l'argument des gens qui préfèrent Express ou autre, c'est je suis libre en fait. Mais la liberté, c'est bien, mais en même temps c'est mauvais parce que comme tu l'as dit, quand toi tu arrives dans un projet, c'est souvent un truc complètement custom, tu vois, que la personne a fait, et tu vas devoir t'adapter à ça, réapprendre, et tu vas changer le projet, et ça sera complètement différent. Et c'est ça le problème, c'est à chaque fois, c'est des bugs possiblement ajoutés en plus à chaque paquet que tu ajoutes, etc. Donc c'est vraiment pas ouf, quoi. Yes, moi je suis assez d'accord. Après, je pense qu'il y a des besoins spécifiques, au contraire, tu vas être très axé perf, il va te faire le package avec la plus petite taille possible et tout. C'est des cas, si pour du web, en 90% du temps, ça marche pas comme ça. Ouais, exactement. Comme on dit, en fait, les gens souvent font référence à j'ai une petite application, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir un truc aussi lourd, j'ai un petit truc, j'ai 2-3 routes.
Sauf qu'au final, en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que y a une base en fait qui est commune à toutes ces applications. Que tu aies 1 ou 200 routes, tu auras la même base en fait. Si dans une de tes 3 routes, tu as besoin d'accéder à une base de données et de valider tes données, et que tu doives le faire 200 fois ou une fois, tu devras quand même créer cette abstraction de validation et d'accès à la base de données et qui sera identique que tu en aies besoin 200 fois ou une fois. Donc, à un moment, il faut comprendre que toutes les applications se ressemblent, elles ont toutes une partie commune et le but dans Framework, c'est de gérer ces parties communes. Et après, la partie métier, qui est justement la partie non commune, c'est que tu puisses, toi, en tant que développeur, te focus là-dessus et travailler là-dessus et pas t'embêter à recréer cette partie commune. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que les gens, souvent, ils ont tendance à faire maintenant des boilerplates sur Express, sur Fastify ou autre, qui, en fait, est une sorte de Bioman générateur, tu vois, qui va te dump une structure par-dessus Express ou autre avec des ça qui est un peu fait à leur manière, en fait, des abstractions ou autre. Alors que, à nouveau, là, si toi tu veux engager dans un futur, tu marques simplement dans l'offre d'emploi, il faut connaître Adonis, comme tu peux voir, il faut connaître Laravel, il faut connaître Ruby on Rails, il faut connaître etc. Et si tu suis les conventions du framework, d'un projet à un autre, ça sera pareil, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Yes. Bon, en tout cas, je sais pas. Alors, pour aller un petit peu plus loin, il y a le podcast de Romain. On va mettre le lien dans la description. C'est en anglais, mais c'est vraiment ultra accessible. Et il y a aussi le Discord. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre. Là, on s'est rencontré avec Thomas sur IS Community. Il y a vraiment une communauté JavaScript francophone assez ouf. On a fait plein de rencontres et on apprend pas mal de choses. Donc voilà, faut venir nous rejoindre. Peut-être j'ai une dernière question pour toi, Romain. Ouais, vas-y. C'est quoi la différence entre Full Stack Framework et Full Featured Framework? Ouais, alors la différence, elle n'est pas écrite quelque part. C'est pas. C'est plus l'interprétation de chacun. Et en gros, nous, en fait, on appelle Adonis un Fully Featured et pas un Full Stack Framework pour la simple et bonne raison que dans l'univers Node, on a des frameworks qui font du back et du front en même temps, c'est-à-dire qui tournent en fait sur du back et du front en même temps, type Next.js pour React, Nuxt pour Vue, Sapper ou même Meteor pour ceux qui connaissent, qui en fait va te permettre de créer une application qui va tourner sur le front et sur le back en même temps, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, donc là ça serait vraiment full stack, c'est-à-dire que tu vas faire du front qui va tourner sur ton... Enfin, je sais pas si les gens vont me suivre, mais en gros, ton code Nuxt, il faut comprendre qu'il est lancé sur le serveur et après, il est lancé chez le client. Donc, c'est vraiment, ça travaille sur les deux stacks, si tu vois ce que je veux dire. Tandis que nous, on fait pas ça, en fait. Certes, tu génères de l'HTML, mais au final, le code de ton application va tourner sur le serveur. Il va tourner 100% sur le serveur, il va jamais tourner sur le client. Ce qui va tourner sur le client, c'est peut-être du JavaScript client, mais ce que toi tu écris dans ton code, il va jamais tourner sur le client. Du coup, on est plus ce qu'on appelle un framework back-end. Et nous, on a précisé fully featured dans le sens qu'on possède plein de fonctionnalités, parce qu'en framework back-end, c'est vaste, tu vois, ça peut être Express, et en quelque sorte un framework back-end, parce que c'est un framework qui tourne sur le back, tu vois. Okay. Donc c'est là la différence, c'est vraiment front-end. En framework front-end, ça tourne sur le front, type React. Un framework back-end tourne sur le back. Et pour moi, un framework full stack tourne sur les deux. Tout simplement, ça tourne sur le back et sur le front à la fois. Et du coup, Meteor, Next et tous ces trucs, ça tourne sur les deux en même temps. Voilà. Donc c'est ma différence pour moi. Après, pour d'autres gens, ça peut être différent. Comme je dis, c'est pas écrit dans la pierre, taillé dans la pierre. Ouais. Comme quoi, c'est la définition. Tous ces termes sont un peu nouveaux. Tout ça évolue très vite. Et ça fait que quelques années qu'on a ce genre de framework qui tourne dans les deux cas, quoi. Yes. Voilà. Ok. Tu veux rajouter un truc ou... Non, rien besoin de rajouter, à part qu'il faut vraiment rejoindre la communauté JavaScript sur Discord, parce que c'est là que vous pourrez évoluer, quoi. C'est vraiment, si vous aimez le JavaScript, et en quoi c'est mieux... Un petit message, en quoi c'est mieux que des Discord généralistes, c'est que dans ce Discord, c'est vraiment des experts en JavaScript. Et du coup, si vous avez des questions même profondes, les gens vont pouvoir vous répondre et connaissent la tech. Sur les Discord généralistes, c'est des gens qui connaissent peut-être une autre tech et qui vont essayer de transphaser ce qu'ils ont connu d'une tech à la vôtre et vous donner des mauvais conseils ou suivre le premier lien trouvé sur Google. Et c'est pas forcément des bons conseils, donc n'hésitez pas si vous voulez évoluer vraiment à rejoindre la communauté, quoi. Yes. Très bon mot de fin.
Exactement. Écoutez, merci à Romain encore, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Vous pouvez laisser en commentaire vos questions, j'y répondrai. Si j'ai besoin de Romain, j'irai l'embêter, sans problème. Et puis à très vite. Ouais, ciao, ciao. Merci, ciao. Hop là. Bon, bah c'était intense. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ça a remis en perspective pas mal de choses. Alors, j'avais déjà un peu cette idée. Enfin, ça fait quelques temps que personnellement, je commence à en avoir un peu marre de toujours recoder la roue, remettre de la glu entre deux librairies. Ça commençait un peu à me gonfler. Et là, c'est une solution qui est hyper intéressante. En tout cas, que moi, je vais considérer pour les prochains mois. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, un gros merci à Romain pour la préparation de ce workshop. Il a fait ça vraiment dans les règles de l'art. Et je trouve que c'est vraiment une chance énorme de pouvoir aborder un framework et d'avoir un core contributeur qui nous donne un cours sur ce framework. Je trouve que c'est vraiment une chance. Donc j'espère que vous en avez profité autant que moi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Let Me Hack Better. Roulez! Ouais, je le dis à la fin aussi, je peux faire ce que je veux. Hein. De toute façon, c'est ma vidéo, donc